Alors, je m'appelle Niven. Alors, j'aimerais présenter notre première intervenante, Solad Mela, de l'Association nationale de Reciclores de Chili. Hola, 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 probando. Probando. Escucha el mundo. Ahora sí que se me escucha. Aló, aló. Sí, sí, sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, ok. Ok. Eh, Buenas tardes a todos y a todas. La verdad, las cosas que uno de los Bonjour à puntos tout le más monde. complejos dentro de nuestro tratado, hemos tratado de Il ayudar y s'agit de l'un des points les plus complexes dans le nuestra traité. posición frente a este escenario es uno de los conceptos complejos que es la Nous transición. pouvons lier nos positions à cette situation. Cuando hablamos desde el mundo de los gobiernos, de los estados y desde el mundo privado, podemos dar cuenta que muchos hoy día están hablando de transición justa. Y Et donc, antiguamente les hubiera escuchado esa États et le palabra, secteur la privé, transición justa. Para nosotros los dans desarrolladores le de passé, n'ont jamais plástico, vraiment parlé de plastique. cuando hablamos de transición justa, hablamos de cosas muy simples y muy completas.
Cuando hablamos de transición, hablamos de reconocimiento, hablamos de visibilidad, Alors, on parle de hablamos de transition, on parle de culturalización reconnaissance, y hablamos también de oportunidad. on parle de Cuando hablamos de intégration transición justa, et también hablamos d'opportunité. de inversión, mejorar las condiciones de los respiradores, los waste pickers a nivel global. Lorsque l'on parle également de transition, nous parlons Transición, d'investissement. Nous parlons d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des collecteurs de déchets. Nous voulons également améliorer les conditions sociales et assurer une justice, une transition juste. Et cela signifie que les collecteurs de déchets ont une opportunité d'être inclus dans le traité la transición justa no solamente tiene que ver où con ils la sont transición justement justa climática, reconnus. con la transición justa social, La con la transition transición justa juste económica, con la transición justa n'est tecnológica. pas seulement Tiene que ver économique ou con mucho más sociale que ou eso. technologique Tiene que ver ou con un autre. C'est en fait une Aunque solo sean transition mujeres, holistique. más de 20 Alors, millones cela a à que se voir han avec la dedicado por manière años, dont nous por 4 percevons generaciones en ces ayudar hommes et ces al tema femmes de de los partout dans le residuos. monde El plástico hoy día es qui, toute leur cuando vie, nosotros ont vamos dédié leur evolucionando travail à justement ropa, la question vidrio, des déchets. cartón, Alors, c'est eso un se problème de nos forma, jours hacer et nous parte de este recyclons le proceso verre, le donde nunca plastique, hubo les una cartons, le oportunidad papier. para Et este cela fait tipo. partie Hoy donc existe esa de oportunidad. Y para nosotros los processus. grupos de acá, Et la les transición collecteurs de justa también déchets es ser n'ont jamais sumamente vraiment eu clara cette y occasion obligatoria. de Puede ser un contribuer. Alors principio aujourd'hui, ils l'ont. de Et donc, voluntad, nous voulons que tiene que la ser obligatorio transition y juste soit generar las claire et condiciones que mandataire. beneficien a los Alors, nous ne voulons recicladores, pas a qu'il los recipientes s'agisse de quelque chose qui del soit mundo. optionnel ou volontaire. Gracias. Il faut que ce soit quelque chose qui soit donc contraignant et qui puisse donc affecter positivement les collecteurs de déchets partout dans le monde. Merci. Thank you so much, Sarah. Thank you so much for your Alors, presentation. merci beaucoup. We'd like to continue that a little bit further. So maybe we will go to you next to shed some light around waste figures and the just transition in South Africa as well. Alors, nous allons parler de la transition juste en Afrique du Sud également. EPR standards Et and guidelines are national, mandatory, and strengthened to integrate waste pickers and other waste workers. And from your perspective, what does a just transition look like for waste pickers? So maybe over to you. Thank you very much for the opportunity. alors, merci beaucoup pour cette The EPR should opportunité. recognize waste because Alors, nous and it should be monitoring devons reconnaître donc le travail des collecteurs de déchets producers, not only to know that waste pickers are in the country, et but cela make sure devrait that être bien connu de la part des gouvernements qu'il y a des collecteurs de déchets dans le pays et ils devraient être reconnus. And EPR should include waste pickers in Et policy s'il making. faut donc inclure les collecteurs de déchets, eh bien, il faut les inclure dans les prises de décision, dans les développements des politiques. They need to know that they become part of everything from the start. Alors, nous voulons que les collecteurs de déchets fassent partie de It is tout le true policy processus, to du début make vers systems la such as fin. EPR that waste pickers can be integrated. Et donc, nous voulons que les collecteurs de déchets soient intégrés. There will be no one who takes the EPR of waste pickers seriously. Alors, il faut que les Again, waste collecteurs de pickers déchets should be puissent être included in pris au decision-making sérieux et donc ils doivent être structures impliqués that dans tous les niveaux de prise de as part of décision integration. They need to et know that for ils waste doivent pickers, savoir it mustn't like it's something that they is forced to do, but it's the right of qu'il s'agit d'un droit, le droit donc de prendre part à ce qui donc nous incombe. Et donc, les collecteurs de déchets doivent être intégrés. Taking part in table discussions, making sure that they are included from the decision table.
The mandatory EPR should push producers to ensure collection, sorting, and recycling of waste because, like, helping with infrastructures. Alors, nous voulons également considérer la question des infrastructures, car s'il n'y a pas d'infrastructure pour les collecteurs de déchets, eh bien, il ne pourrait y pas avoir de conditions adéquates pour les collecteurs de déchets. Nous voulons nous assurer que les collecteurs de déchets aient le soutien nécessaire et nous voulons également donc que leurs droits humains soient respectés. Alors, nous faisons donc partie effectivement de cette alliance et nous voulons vivre dans un monde qui soit aussi inclusif que possible. Nous voulons qu'il y ait également des opportunités pour tous. Nous voulons nous assurer que la transition juste ne devienne pas seulement un mot-clé ou un mot vide, en fait, dépourvu de sens. Nous voulons nous assurer que les collecteurs de déchets puissent être considérés comme des travailleurs dans le secteur et nous voulons voir des collecteurs de déchets qui puissent développer leurs petites entreprises et améliorer leurs conditions de vie et leur avenir. Et nous voulons donc nous assurer que la transition juste fonctionne pour eux et qu'ils puissent bénéficier donc des avantages de la transition juste. En Afrique du Sud, nous avons donc justement un aperçu de ce que cet avenir sans pollution et sans plastique devrait avoir lieu. Alors, les instruments qui seront développés ne seront pas utiles si nous n'avons pas de politique et donc de manière de mettre en œuvre ces instruments. Nous devons nous assurer que les collecteurs de déchets soient soutenus et appuyés. Alors, nous voulons donc justement faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une activité caritative. Il s'agit en fait d'une activité qui fait partie intégrale de la société et qui doit être soutenue. Et donc, nous voulons être en mesure de subvenir à nos propres besoins grâce au travail que nous réalisons. Alors, si par exemple, j'ai une machine me permettra de travailler, de donc ramasser des profits, de pouvoir acheter d'autres machines et ainsi de grandir. Alors, il faut effectivement voir comment nous pouvons améliorer notre entreprise et grandir. Alors, la transition juste donc devra tenir compte des collecteurs de déchets et également assurer donc pour la protection de ces travailleurs dans l'économie circulaire. Nous savons que nous contribuons à l'économie et les gouvernements, les différentes entités, organes, nous voulons qu'ils reconnaissent notre contribution dans l'économie circulaire et nous voulons nous assurer que ce que nous faisons n'est pas donc pour rien en fait. Nous voulons également pouvoir construire notre avenir et améliorer nos conditions de vie. Alors, toutes mes excuses, le son est très mauvais pour les interprètes. Et je dois dire également que nous faisons notre travail, mais personne ne nous a jamais payé pour notre travail. Personne ne nous a jamais rémunéré pour notre travail. Et je crois qu'il est grand temps pour le gouvernement, la société civile et la communauté en général. Eh bien, il est grand temps donc de savoir que nous ne sommes pas responsables pour les déchets. Nous n'avons pas créé ces déchets.
mais nous gérons ces déchets parce que c'est une source potentielle de revenus, parce qu'il y a un grand taux de chômage dans nos pays, dans nos environnements. Alors, nous voulons être reconnus et cela doit être connu que nous, justement, fournissons un service gratuitement, mais il est grand temps que nous soyons reconnus, il est grand temps que notre travail soit rémunéré et que notre contribution à l'économie circulaire soit reconnue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madi. Merci pour ces contributions. Nous apprécions vraiment tout le travail que vous faites. Alors, une bonne main d'applaudissements pour vous, Madi et Soledad. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer à notre prochaine discussion. Alors, il s'agit d'une discussion sur le colonialisme des déchets dans le Sud. Alors, nos intervenants sont Larissa de Orbe Mageswari Sangaralingam et le docteur Leslie A. Dogame. Et donc, ils nous parleront de ce thème du colonialisme des déchets. Alors, nous allons commencer par Larissa. Elle provient donc de l'Action écologique Mexico et elle parlera donc des bases du colonialisme des déchets. Alors, peut-être que vous pourrez nous parler brièvement de ce qu'est le colonialisme des déchets. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer par dire que le colonialisme des déchets est une preuve claire d'un processus d'injustice environnementale sur le cycle de vie et le cycle de mort, en fait, si on peut dire, du plastique. Et ceci est en raison du fait que le colonialisme des déchets consiste à envoyer des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes, en fait, de plastique et de déchets plastiques de pays riches où il y a une culture justement de surconsommation et donc vers des pays du Sud où il y a moins de communication et moins de pouvoir d'achat économique. Alors, ces plastiques sont exportés avec l'argument qu'ils seront recyclés. Mais ainsi, en conséquence, il y a plusieurs territoires, dans ce cas-ci l'Amérique du Sud, eh bien, dans plusieurs de nos pays en Amérique du Sud, le plastique a causé en fait une catastrophe et en fait nous devons donc gérer les déchets reçus de l'Europe en plus de nos propres déchets. Alors on a les déchets de l'Europe, des États-Unis. Alors, le Mexique est le premier pays en Amérique latine en termes de déchets reçus, de déchets importés. Et l'Équateur est le deuxième plus grand importateur de déchets. Alors, au niveau international, il y a des instruments qui ont été conçus afin de pouvoir contrôler le transport et le commerce des déchets. Dans ce cas-ci, les déchets plastiques. Par exemple, la Convention de Basel ne fait pas assez. Nous n'avons pas été en mesure de voir les résultats. Nous n'avons pas vu cela du tout dans notre pays au Mexique parce que, par exemple, en 2021, nous avons reçu 155 000 tonnes, en fait 155 000 tonnes de plastique et il s'agit justement donc d'une croissance énorme par rapport à l'année précédente. Et dans la même année, le plastique a été discuté donc dans la Convention de Basel. Alors, comment est-ce que nous pouvons croire que ce traité sur les plastiques peut contribuer à mettre fin à cette injustice environnementale? Alors, il ne s'agit pas de dupliquer un mandat qui a déjà été établi dans la Convention de Basel. Plutôt, ce que nous voulons faire, c'est de rectifier et exercer pression sur les signataires de la Convention de Basel afin qu'ils puissent corriger la situation et également pouvoir donc justement aborder toutes les lacunes qui existent dans la Convention de Basel. Nous devons également aborder les limitations structurelles. Nous devons également
également donc aborder les lacunes juridiques. J'aimerais mentionner deux exemples qui sont deux mécanismes en fait qui découlent de Basel et qui parlent justement du commerce transfrontalier du plastique. Alors, premièrement, il y a le consentement libre et éclairé. Alors, je parle ici donc de ce processus de consentement. Alors, par exemple, il faut d'abord consentir à recevoir des déchets plastiques. Ensuite, il faut être d'accord pour que ces déchets plastiques qui sont importés dans le pays soient gérés de manière rationnelle et durable. Et la lacune ici, c'est que le recyclage est considéré comme étant un processus irrationnel du point de vue environnemental parce que nous savons que ce plastique contient beaucoup de produits chimiques, de produits toxiques et qui sont mélangés avec d'autres déchets. Et donc, ils arrivent dans le pays. Ils sont déjà sales, ils sont déjà souillés, donc ils sont difficiles à recycler. Alors, ce qui se passe, c'est qu'habituellement, donc, ces déchets plastiques sont brûlés dans des incinérateurs en ciment. Et c'est un énorme problème parce que ces déchets qui sont ainsi incinérés émettent donc justement des gaz et des fumées toxiques et contribuent donc à la pollution. Alors, il y a plusieurs dimensions impliquées. Nous pouvons dire également qu'il n'y a pas de garantie que ces déchets plastiques sont importés dans nos pays arriveront de manière sécuritaire et nous ne pouvons pas dire qu'ils n'affecteront pas les communautés dans nos pays. Alors, nous pensons il y a donc le premier projet de document qui aborde ce sujet, mais nous ne pensons pas qu'il est sujet à la Convention de Basel. Alors, nous devons voir comment ce traité pourra effectivement combler les lacunes de la Convention de Basel afin de mettre fin à cette injustice environnementale surtout lorsqu'il est question donc du commerce des déchets. J'aimerais ajouter également qu'au Mexique, nous avons effectué des recherches avec d'autres organisations qui ont également effectué de la recherche donc en Amérique latine et avec d'autres justement partenaires de Gambia. Et nous voulons savoir où ces déchets donc sont acheminés parce que les déchets arrivent et nous n'avons aucun registre, aucune preuve d'où ils se retrouvent. Alors également, il n'y a pas du tout de contrôle quant au type de plastique qui est importé aux frontières. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de choses à laquelle nous devons réfléchir. Nous devons obtenir des conseils du point de vue juridique. Les communautés doivent également être considérées, particulièrement les communautés affectées par l'importation de ces déchets. Et donc, nous voulons que les délégués qui, justement, négocient ce traité soient au courant de ce processus. Merci beaucoup. Merci de pouvoir partager ces réflexions avec nous. Alors, bonjour à tout le monde sur Zoom. Alors, maintenant, notre prochaine intervenante, il s'agit donc il s'agit de Magues, de l'Association des consommateurs de Penang et Sabat à la Malaysia, Friends of the Earth. Alors, vous allez parler également du colonialisme des déchets dans les pays du Sud. Hello. The global production and trade of plastic waste, it had grown tremendously Alors, over la the recent production China was a recipient of énormément augmenté en fait ces dernières décennies de déchets. Et donc, ils ont décidé qu'en fait, que c'était suffisant. La Chine a décidé d'arrêter d'importer en fait tous ces déchets. Et c'était en fait le chaos au final au niveau mondial. Et donc, tout ce bazar et ces déchets de plastique ne devaient être gérés. Et les pays, notamment comme la Chine, ont décidé que ce n'était pas forcément à eux de gérer la gestion des plastiques d'autres pays. Donc, la plupart du plastique est en fait du plastique que l'on n'utilise qu'une seule fois. Et ils n'ont aussi aucune valeur de recyclage. Et en fait, tous les plastiques ne peuvent pas être recyclés.
Donc, vous avez toutes sortes de plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. Donc, lorsque ce plastique vient dans notre pays, évidemment, ce plastique va polluer, en fait, nos systèmes, le système sanitaire et d'écoulement. Et en fait, ces déchets sont jetés dans des endroits publics, à l'air libre. Et parfois, il est brûlé. Vous savez que les fumées peuvent entraîner des problèmes, notamment pour les communautés qui se trouvent sur le terrain. Ils vont avoir des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Comme à Kampaya, en Indonésie, en fait, ils utilisent certains déchets plastiques pour pouvoir remplir en fait leur gazinière pour faire du tofu. Et vous pouvez en fait voir ces produits toxiques dans le poulet qui est mangé, lorsqu'il est cuisiné, notamment avec ces matières plastiques pour les gazinières. Vous avez aussi des usines qui se sont ouvertes, qui permettent d'incinérer le plastique. Alors, on voit aussi de plus en plus d'usines de recyclage de papier et de plastique. Et à nouveau, vous avez encore des émissions plastiques et toxiques. Donc, peut-être que vous n'allez pas avoir de plastique, mais vous allez avoir quand même des fumées qui vont émaner en fait du recyclage du papier. Vous allez aussi avoir des déchets des biodéchets, pardon, notamment liés au pétrole ou liés en fait au caoutchouc. Donc, les pays comme la Malaisie, l'Indonésie, on dit non en fait à ces imports de déchets. Alors d'autres pays ont ouvert leurs portes finalement, comme Myanmar, et ont reçu ces déchets. Et on a trouvé en fait ces déchets qui ont été jetés à Myanmar, ils venaient de l'Occident. Et donc c'est une injustice et c'est pour ça que nous voulons bannir totalement l'import de tous les plastiques. Et il faut également penser à la réduction de la production des plastiques pour que cela ne contribue pas à la crise climatique. Donc, la crise de la pollution plastique devrait être gérée en amont, en fait, avant d'avoir en fait tous ces problèmes que nous avons en aval. Et cela nous permettra de faire face à la crise du plastique à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Enfin, aucun pays ne devrait être un pays qui reçoive tous ces déchets et aucun pays ne devrait être une décharge. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces actions, pour ces observations. Nous allons terminer la discussion. Nous sommes d'accord que nous pourrions parler de cela pendant très, très longtemps, mais nous allons passer au thème suivant. Il va partager avec nous ses observations. Il vient d'une organisation nigérienne environnementale. Et donc, il fait le lien entre les déchets et le colonialisme. Je vous remercie. Alors, la raison pour laquelle nous sommes ici est la suivante. Nous devons trouver des solutions à cette crise sérieuse qui est mondiale. Le Sud global, qui évidemment n'est pas responsable de cette crise, mais il faut faire partie de la solution. Donc, c'est important d'avoir ces discussions pour trouver en fait les solutions et le traité d'ailleurs sur les plastiques est une des avenues qui va nous permettre de répondre à cette crise. Alors, commençons d'abord. Je sais que mes deux collègues en ont parlé. Mes collègues ont parlé en fait de colonialisme. Et donc, il faut aussi parler évidemment des droits
autochtones. Nous avons vu que cela s'est passé ici dans ce débat et nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à promouvoir le fait que promouvoir le colonialisme occidental et les répercussions en fait qu'il peut avoir sur le système. Nous voyons énormément d'exemples ici que nous venons d'ailleurs d'entendre. Le Nord global a un impact au niveau de ce colonialisme des déchets. Nous continuons de voir de nombreux déchets qui sont jetés dans les pays. Nous avons eu des cas où certains déchets sont arrivés au Nigeria, mais aussi en Côte d'Ivoire, en Tunisie et bien d'autres pays, en fait, du Sud global, où on jette comme ça, à l'air libre, des déchets qui ne viennent pas de ces pays-là. Alors, ce que je veux dire au niveau du Sud global, au niveau de la stratégie sur laquelle nous sommes positionnés, le fait est que nous sommes le plus impactés par cette crise et par la façon de pouvoir positionner nos stratégies et la façon dont nous comprenons, en fait, ici nous avons certains arguments qui sont avancés. Nous voyons en fait que la propagation toujours de ce colonialisme des déchets et aussi nous devons utiliser ces ambitions, ce traité, pardon, et pousser pour une interdiction totale en fait de ces imports de plastique, de matières plastiques et de déchets. Parce que nous n'avons pas encore commencé à penser finalement aux solutions. Et je dis cela parce que même si nous avons des conventions, nous en faisons partie sur les déchets plastiques, il y a énormément en fait de lacunes que nous voyons et de façons de détourner finalement ces conventions. Par exemple, vous avez des conventions sur les différents types de plastique, sur les textiles, les synthétiques. En fait, ces matières ne sont pas couvertes par la convention de Basel. Si nous pouvons avoir un traité ambitieux, il faudra alors une interdiction totale. Et là, je pense que nous aurons la bonne position sur la gestion des déchets. Et ici où nous voulons aussi mettre fin à ce colonialisme des déchets de l'Occident. C'est très bien, merci. C'est très intéressant. Alors, donc, si nous pouvions applaudir les personnes qui ont pris la parole. Alors, nous allons ensuite discuter des droits autochtones et Lina, nous allons vous donner la parole. Et quels sont les droits en fait des personnes autochtones dans ce débat sur la crise du plastique? Et si vous pouviez nous parler des alternatives qui pourraient démontrer cela. Merci à vous tous. J'aimerais vous dire que en fait, il y a une usine anglaise basée en Grande-Bretagne
Alors, je viens en fait de l'Amazone en Colombie. C'est important de dire que les personnes autochtones doivent faire face à un impact beaucoup trop important de pollution plastique. Nos leaders ont été assassinés et nos communautés sont déplacées. Et donc, ceci se fait au nom de grandes entreprises multinationales qui souhaitent produire du pétrole et évidemment du plastique. Lorsque l'on parle de l'industrie plastique et pétrochimique, j'aimerais mentionner un exemple de contamination, notamment en Colombie, qui est là, dans un endroit où vous avez le réservoir le plus protégé et le moins impacté. Et en fait, une étude a été réalisée et a montré qu'il y avait des particules plastiques dans l'eau et nous ne savons toujours pas en fait l'impact réel de la pollution autour du monde et de nos écosystèmes. Donc, nous devons nous poser la question suivante. Comment la pollution plastique a pu arriver dans cet endroit? Comment ces déchets plastiques ont pu être importés dans ces endroits alors que ce sont des endroits qui sont presque inaccessibles aux humains? Et donc, la contamination plastique est possible parce qu'il y a En fait, nous nous rendons compte qu'il y a énormément d'endroits inaccessibles qui sont contaminés par le plastique. Et cela a un impact sur nos traditions et nos gouvernements et surtout nos communautés finalement disparaissent. C'est pour ça que nos droits sont affectés. Aussi en connexion avec le système de connaissances, nous devons être clairs sur cette notion. Parce que les connaissances traditionnelles font référence aux connaissances d'autres groupes de communautés locales, comme les descendants africains, par exemple, d'autres communautés d'ailleurs. Et d'autres connaissances doivent être incluses comme des connaissances autochtones, un système de connaissances autochtones qui font référence à à des lois originelles qui doivent être aborder la vie et la façon dont tout a été organisé, en fait, pour la vie de ces communautés. Voilà, donc des choses doivent être arrangées. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Nous allons passer à la section suivante sur les solutions, notamment. Nous aurons plusieurs personnes qui vont prendre la parole. Alors, nous allons essayer de comprendre quelles sont les fausses solutions. Et donc, en fait, il y a une organisation de la jeunesse qui peut peut-être nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire, ces fausses solutions, et pourquoi il faut les éviter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Les fausses solutions, ce sont des actions qui ont l'air d'être des solutions à la crise, mais qui finalement ne le sont pas.
Donc, un exemple basique ici. En fait, la connexion est très mauvaise. Alors, en fait, ils nous permettent pas en fait de voir vraiment de voir le vrai problème et ne répondent pas au vrai problème. C'est pour cela que nous les appelons des solutions fausses. Par exemple, notamment, cela évite de parler en fait de la production de plastique qui est déjà en amont beaucoup trop importante et elle n'est pas durable, cette production. Donc, ceci est classifié un peu comme une fausse solution. Souvent, la qualité du son est très mauvaise. Alors, nous parlons ici d'économie linéaire. Lorsque la qualité du son est très mauvaise et ne nous permet pas d'interpréter. Donc, l'incinération, par exemple, est aussi en fait une fausse solution parce que finalement, l'idée, c'est d'éradiquer le problème en brûlant les déchets, mais finalement, cela se révèle être une mauvaise solution. Souvent, par exemple, il peut y avoir une pollution des eaux environnantes qui peuvent évidemment poser des problèmes de pollution. Ensuite, deuxièmement, cela est lié en fait aux usines de production d'énergie. Et donc, vous avez énormément de matériaux dans une usine. Et le problème, en fait, de cet exemple, c'est que souvent, vous utilisez davantage d'énergie pour faire fonctionner ce processus et vous avez une perte d'énergie au final. Et ça peut être très problématique parce que il y a évidemment toujours un problème avec la façon de pouvoir se débarrasser des déchets générés. Nous ne voulons pas que les personnes circulent en fait des produits toxiques. Ce que nous voulons qu'ils fassent, c'est qu'ils permettent à l'environnement d'être protégé. Et donc, il faut éviter finalement toutes ces fausses solutions parce qu'elles continuent à accentuer la crise à laquelle nous faisons face. En fait, le problème est souvent, on va nous dire que finalement, il y a un problème de gestion des déchets, mais finalement, le problème est en amont avec la production de ces déchets, production de plastique. Et donc, lorsque l'on parle du recyclage, finalement, ce n'est pas là la solution. Il faut en fait répondre au problème en amont et donc réduire de manière drastique la production de plastique et au lieu de se focaliser sur les solutions en aval, qui ne sont pas de vraies solutions. Merci beaucoup, Jacob, pour cette présentation et de montrer qu'en fait, ces fausses solutions ne vont pas répondre aux problèmes. Donc, j'aimerais maintenant donner la parole à Alejandra, qui vient de l'équipe Gaia en Amérique latine. Et donc, si vous pouvez nous parler de la façon dont les discussions ont pu s'améliorer ou progresser. Alors, je vais parler en espagnol. Alors, en fait, les crédits plastiques sont également de fausses solutions. Comme nous a dit notre collègue, en fait, ils ne répondent pas au vrai problème du problème. Bon. Il faut évidemment une solution et il faut penser à un système qui serait une méthode de gestion des plastiques. Alors, ça a été proposé par le secteur privé. Heureusement, nous n'avons pas vu le gouvernement le proposer et j'espère que cela n'aura pas lieu. Cette formule mélange les
système d'emprunt carbone. Et donc, il y avait différentes conventions sur le changement climatique qui le mentionnaient. Cela veut dire que lorsque quelqu'un pollue trop, il peut payer quelqu'un qui pollue moins. Et donc, ils vont continuer à polluer. Et en fait, on leur donne en fait une sorte d'emprunt qui va permettre aux gros pollueurs de continuer à polluer. C'est un peu comme si vous alliez dire à un fumeur qui demanderait en fait à une personne qui ne fume pas de lui donner le droit, de lui demander de fumer de lui donner en fait un emprunt pour qu'il puisse lui-même fumer. Mais en fait, finalement, il n'y a aucune contribution ici. Et donc, finalement, les émissions ont augmenté, elles n'ont pas été réduites. Et donc, les entreprises offrent parfois de l'argent aux communautés, aux travailleurs, même aux collecteurs de déchets, pour qu'ils collectent, par exemple, les déchets dans l'environnement, au bord de mer, etc. Et donc, tous les déchets qui vont être collectés, et en fait, et les financer. Et finalement, ces entreprises vont pouvoir accéder à des emprunts et continuer finalement à polluer. Et donc, ce marché n'est pas du tout régulé. Et cela veut dire que son cadre de régulation est très flou et nous ne savons pas si ces crédits vont continuer. En fait, si les gros producteurs de plastique vont continuer à produire et même à augmenter leur production de plastique. En fait, c'est clairement une fausse solution. C'est un mirage. Ça peut vous sembler attrayant de loin, mais lorsque vous regardez cela de près, vous vous rendez compte que finalement, il s'agit d'abuser les travailleurs et les communautés qui, au final, vont servir les compagnies en échange de ressources économiques. Et ceci est utilisé par les grandes entreprises de plastique et qui vont abuser finalement la société, qui vont fournir des ressources et continuer d'être les plus gros pollueurs de ce monde. Et donc, ceci doit être rejeté et il ne s'agit pas d'une bonne solution. Il s'agit en effet d'une fausse solution. Merci beaucoup. Alors, Tricia va nous rejoindre aujourd'hui. Alors, Tricia, est-ce que vous pouvez nous parler des bioplastiques et pourquoi c'est une fausse solution? Merci beaucoup. Alors, je vous parle ici aujourd'hui au nom d'une coalition de scientifiques. La qualité est très mauvaise. Alors, pourquoi les plastiques sont une mauvaise solution? Le son est très, très mauvais. En fait, ce que nous essayons de faire ici, c'est que dans les négociations de sûreté, lorsque nous parlons des bioplastiques, nous parlons en fait de production de plastique tout de même s'il s'agit de bioplastique. En fait, c'est un terme très compliqué. Il y a des définitions très différentes en fait qui existent sur ces bioplastiques. Et donc, sous ces termes de bioplastique, en fait, vous avez d'autres types de plastique. Donc, le biofuel, par exemple. Vous avez aussi les matières biodégradables, Et donc, ces matières sont très difficiles à composter. Et il n'y a pas forcément d'usines disponibles ou de municipalités qui sont capables de traiter, en fait, et de composter, en fait, ces plastiques.
Et donc, en fait, vous avez énormément de résidus aussi qui ne peuvent pas être traités. Et donc, les recherches ont montré qu'en fait, il y a beaucoup de bioplastiques qui sont produits et en fait, certains parlent en fait, la qualité du son est très mauvaise pour pouvoir interpréter. Donc, la coalition était aussi intéressée pour faire la distinction entre ces différents plastiques. Il y a aussi un problème de sécurité. Et finalement, il n'y a pas de durabilité qui a été établie pour ces bioplastiques. Donc, certains bioplastiques pourraient être en transition, de manière transitionnelle, pourraient être une solution, mais finalement, il n'y a pas forcément d'infrastructures qui permettent de les traiter. Et en fait, il faut faire très attention parce que ces bioplastiques qui ne sont pas vraiment une solution peuvent attirer l'attention sur les mauvaises solutions finalement, alors qu'il y a d'autres solutions alternatives qui pourraient remplacer en fait cette proposition. En fait, souvent, lorsque nous parlons de ces bioplastiques, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Il y a très peu de définitions qui nous permettent de savoir ce qui se cache derrière ces plastiques. So I guess my final note here really is that there needs to be more standards around this. They need to be very rigorously tested. And we're recommending from a scientist coalition they be tested for safety, which is human health, but also all health, for sustainability, in this broader sense, for equity and justice as well, and economics and so forth. Et donc, il y a énormément d'injustices qui sont liées et des problèmes, en fait, de transparence sur les systèmes. Je vous remercie, Tracy. Merci d'avoir partagé ces informations. Donc, nous allons passer à un autre panéliste qui nous parlera en fait des fausses solutions. Donc, nous avons une dernière section. Il s'agit des droits de l'homme. Et donc, nous avons Olivia qui est basée au Cameroun. Olivia, comment le plastique global, mondial, la production, ou comment faire pour la réduction de ces plastiques peut aider à protéger les droits de l'homme? Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être ici et d'entendre ce que toutes les personnes ont pu dire. Quand on parle de pollution plastique, c'est très important pour nous de répondre en fait aux aspects des droits de l'homme. On parle beaucoup de répondre à la pollution plastique au niveau environnemental, ce qui est très important. Qu'il s'agisse de la production ou bien en aval jusqu'à l'importation et la distribution également dans différents pays. Nous savons très bien l'impact de la pollution plastique sur les droits de l'homme fondamentaux. Nous savons qu'il y a un impact énorme sur les communautés, notamment sur les femmes, les enfants, les collecteurs de déchets. Et donc, c'est très important pour nous de parler de pollution plastique et des droits humains qui y sont associés, notamment dans le traité dont nous parlons ici, qui sera signé à Nairobi. Lorsque nous parlons aussi des droits substantifs ou accès à l'information, à la participation, accès à la justice. Nous pensons également aux droits humains fondamentaux. C'est très important de
penser, parce que moi je suis, en tant que personne qui travaille dans le milieu juridique, il faut penser en fait aux conditions de travail, euh, euh, au droit aussi d'avoir un environnement, de vivre dans un environnement durable et c'est important de protéger l'environnement. Nous savons également qu'il y a un droit aussi à avoir de l'eau potable et nous savons que la pollution plastique a pollué nos rivières, nos ruisseaux dans tout le sud global. On peut le voir partout. Et donc, ce sont des solutions qu'il faut trouver pour cela parce qu'il y a de la pollution partout. Je pense également que c'est très important de parler du traité sur les plastiques lorsque nous avons autant d'enjeux. Donc, c'est important de répondre euh, et de mentionner la responsabilité de la pollution de la pollution de ces plastiques. En fait, il faut prendre en considération, par exemple, aux Nations Unies, de se positionner sur les droits humains et la responsabilité des entreprises dans leur pollution. Et en fait, au final, les communautés sont affectées et il faudra être capable ensuite, au moment de la ratification des traités, d'avoir une voix. Donc, ça peut être très difficile. En fait, si ces traités ne sont pas complets, c'est très difficile de rendre responsable tout pollueur. Dans nos nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons, nous essayons de répondre aux problèmes de pollution plastique, notamment pour certaines entreprises, pour les rendre responsables, notamment lorsque les entreprises qui font qui produisent des sodas et qui utilisent en fait l'eau de nos rivières pour pouvoir produire leur boisson soda. Merci, Olivia. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. Quel panel incroyable nous avons aujourd'hui parmi nous. Alors, nous aimerions maintenant donner la parole à certains participants qui sont présents ici. Donc, nous allons ouvrir le moment des questions-réponses et nous allons essayer de faciliter en fait ce flux de questions et de réponses. Alors, est-ce que vous avez une préférence peut-être? Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont déjà ici devant moi? Est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont dans cette pièce devant moi? Too much of information at once. Anything on Zoom? Any questions on Zoom? Alors, est-ce qu'il y a des questions peut-être sur Zoom? Pas de questions sur Zoom? Yes, we have a question in the audience. Alors, nous avons une question dans l'audience, dans le public ici. Merci. Alors, nous ne pouvons pas entendre la question, malheureusement. Nous ne pouvons pas l'interpréter, peut-être qu'avec le micro. Merci beaucoup. C'était vraiment très impressionnant de vous entendre tous, toutes ces organisations. Je suis contente que vous ayez parlé de toutes ces fausses solutions et maintenant, il faut pouvoir se focaliser sur les bonnes solutions, notamment la réduction du plastique et comment faire cela, tout en respectant les droits de l'homme. Merci pour cette question. Des réponses? Merci beaucoup pour les questions.
Alors, comme nous l'avons dit, nous devons arrêter de produire le plastique. Alors, les autres solutions sont de favoriser la réutilisation parce que cela permet la circularité dont nous avons parlé. Cela permet la circularité des produits. Alors, nous voulons des produits qui soient justement sensibles à l'environnement. Et donc, nous ne voulons pas donc causer de tort à l'environnement et à la santé humaine. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup de produits chimiques, de toxiques qui sont dans le plastique. Alors, ce que nous voulons nous assurer que si nous retirons le plastique complètement, nous voulons le remplacer avec un matériel qui soit durable et qui puisse avoir justement des produits qui peuvent être durables. Donc, il s'agit là d'une solution simple, mais pendant ce temps, nous pouvons donc cesser la production de plastique. Alors, en fait, il faut combler l'écart entre cet arrêt complet de plastique et les alternatives. Merci. Merci, Jacob. Alors, tandis que nous attendons pour d'autres questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'un des panélistes souhaite prendre la parole? Allez-y. Alors, j'aimerais renchérir. Alors, les systèmes de réutilisation servent à minimiser le plastique. Alors, par exemple, il y a des produits qui sont faits de plastique. Et donc, cela veut dire que nous pouvons en fait remplacer les produits donc cosmétiques faciaux qui utilisent le plastique avec des produits justement qui utilisent les sables. Alors, par exemple, si vous utilisez une bouteille en plastique, vous pouvez plutôt utiliser une bouteille en verre pour justement les utiliser pour mettre vos brosses à dents, etc. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller chercher un autre produit pour compliquer les choses. Merci. Alors, il y a d'autres personnes dans le panel qui vont ajouter à cette question. Et ensuite, nous allons aller vers la question sur Zoom. Alors, Lina, à vous la parole. Alors, la première chose que nous devons faire, c'est de changer notre modèle de consommation parce que nous ne pouvons pas changer le modèle extractiviste pour un autre modèle extractiviste. Ce que nous devons faire, c'est de changer notre manière de penser. Et donc, nous devons réfléchir à une économie diversifiée. Alors, lorsque nous retournerons vers l'économie locale, c'est là où nous pourrons justement continuer à fonctionner afin d'assurer que la nature, l'environnement puissent survivre et pour que l'environnement, en fait, se récupère. Alors, les peuples autochtones ont beaucoup d'options qui impliquent l'usage et la gestion des ressources naturelles. Alors, on parle de technologie. Nous avons des systèmes qui ont été construits par les populations autochtones il y a des centaines et des milliers d'années qui fonctionnent toujours. Et bien sûr, sans plastique, parce qu'on parle de produits donc qui étaient depuis avant le plastique. On a des systèmes agricoles qui datent à plusieurs milliers d'années et il n'y avait aucun produit plastique et il n'y avait aucun dommage causé à la nature. Alors, nous avons beaucoup à contribuer. Nous devons toutefois retourner vers ce qui est le nôtre et ce qui est local.
Merci beaucoup. Alors, il y a des questions qui sont effectivement répondues. Alors, très brièvement, je suis d'accord avec ce que ma collègue vient de dire. Nous devons considérer le fait que la crise plastique n'est pas une crise isolée. Donc, on parle ici d'environnement, de biodiversité, de climat. Et effectivement, toutes ces crises ont une origine commune et il s'agit donc des systèmes économiques qui cherchent à développer ou à en fait faire croître l'économie afin donc d'obtenir des profits. Alors en fait, ce n'est pas le cas dans notre système. Nous ne cherchons pas à bénéficier au plus grand nombre de personnes dans la communauté. C'est un système qui cherche à en fait enrichir certains aux dépens des autres. Alors la solution dans cette crise du plastique est liée à ce que Lina vient de dire en fait. Nous parlons de solutions comme le zéro déchet. On parle également de systèmes de consommation qui doivent cesser d'être linéaires parce que nous n'avons pas une planète qui est illimitée. Nous avons un environnement qui nous permettrait d'utiliser des sources d'énergie environnementale en fait renouvelables et nous savons que nous utilisons les ressources non renouvelables à une vitesse qui en fait en sorte qu'elles ne resteront pas toujours. Alors la nature, il faut se le rappeler, travaille en cycle. Alors tout ce qui vit travaille en fait fonctionne comme un cycle et donc nous devons pouvoir répondre aux besoins des personnes qui habitent sur le territoire où les ressources naturelles sont exploitées et il faut s'assurer que les ressources naturelles soient extraites pour des besoins authentiques et réels et non pas pour renflouer les poches de ceux qui ont le pouvoir dans nos sociétés. Alors, nous allons ensuite aller vers Leslie et ensuite nous allons aller vers Zoom. Alors, je voulais simplement dire, eh bien, lorsque nous parlons de plastique et pourquoi nous avons un problème de plastique, eh bien, oui, c'est effectivement lié à l'environnement et la santé, c'est ce que les collègues ont dit. Alors, la toxicité du plastique est sérieuse. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici sous ce traité mondial afin de pouvoir définir justement les produits chimiques plastiques et identifier les plastiques problématiques. Et lorsque nous aurons donc une compréhension claire et commune de cela, nous aurons déjà donc le début d'une solution. Mais je crois fermement que la réduction et les efforts de réduction ne devraient pas être seulement dans le secteur en amont. Alors, en aval, pardon. Alors, par exemple, on parle donc du secteur en aval où nous pouvons obtenir une réduction de la quantité de plastique qui est produite. Alors, je crois que c'est là la solution. Merci. Alors, nous manquons de temps, mais nous allons prendre une autre question de Zoom. Alors, la question est de savoir où en sommes-nous par rapport à la réunion quand il est question donc d'adopter ces positions. Alors, est-ce que c'est important de rappeler aux États leurs responsabilités? Alors, la question, donc, c'est de savoir comment se passe la réunion jusqu'ici, là, et est-ce qu'on est prêt d'adopter l'une ou l'autre de ces positions dont nous discutons? Alors, peut-être qu'il faudrait d'abord expliquer que le traité est négocié en ce moment et il y a un projet zéro. Alors, il s'agit donc d'un document, projet de document, en fait, qui parle des objectifs, des buts, des options de mécanismes de financement. Et les pays, donc, dans cette réunion, commenceront à décider quelles options ils souhaitent appliquer. Et il y a plusieurs alternatives qui sont présentées.
à savoir quelle serait la forme que ce traité prendrait. Certains pays sont plus progressistes, ils veulent aborder l'ensemble du cycle et ils ont suggéré avoir également le droit de l'homme comme étant un thème clé. Mais il y a d'autres États qui ne veulent pas aborder l'ensemble du cycle de vie du plastique. Ils veulent seulement aborder la question de la gestion des déchets. Ils ne se soucient pas des droits humains ou de la participation humaine. Alors, en fait, il y a des tensions entre ces deux positions et il y a également les positions intermédiaires. Alors, je dirais qu'en ce moment, nous ne pouvons pas vraiment prévoir ce à quoi ressemblera le traité, mais il y a la possibilité d'aborder des sujets de manière spécifique et d'aborder vraiment la cause profonde du problème. Mais pour faire ceci, nous devons avoir la collaboration de tous. Nous devons avoir effectivement des citoyens qui soient mobilisés et organisés, qui puissent défendre les droits humains, les droits de la nature et les droits des peuples autochtones afin que nos voix peuvent être entendues et peuvent être plus fortes que celles des industries et du secteur privé. Alors, nous devons mettre pression sur ces pays afin de créer justement des positions qui nous aident à aborder le problème. Alors, en ce qui concerne la question qui vient juste d'être posée, en fait, la seule façon de pouvoir avoir un résultat concret, c'est d'abord de se rendre compte qu'il ne s'agit pas juste d'un problème d'industrie et d'industrie pétrochimique, c'est aussi un- une problématique liée aux droits humains. Ma question ici, à quel point sommes-nous responsables aussi de ce problème? Combien de paires de chaussures avons-nous? Combien de fois changeons-nous de téléphone tout le temps? Euh, Combien de fois nous allons utiliser plein de sacs plastiques lorsque nous allons marcher? Donc, c'est aussi une consommation personnelle qui doit être prise en compte. Comment prendre aussi prendre une responsabilité individuelle sur ce paradigme? En fait, il y a une façon de consommer qui doit être prise en compte. Dans nos valises, nous avons apporté 7 éléments de cette vêtement par jour, alors que finalement, nous n'avons peut-être pas besoin de tout ça. Ça fait partie du problème. En fait, nous allons reprocher en fait à ces personnes qui ont contribué à cette terrible contamination, mais il faut aussi trouver en fait une façon pour que ce traité soit respecté parce qu'il y a en fait la société civile doit être active. En fait, cela ne se passe pas forcément partout. En fait, c'est à l'UNEP que ceci a lieu. Il faut aussi que cela s'applique dans les territoires, dans les communautés, au niveau des gens ordinaires, parce que ces problématiques sont discutées au niveau de l'élite intellectuelle. Mais qu'est-ce qui se passe avec les territoires qui n'ont aucune idée qu'un traité sur les plastiques est en discussion aujourd'hui? Comment faire pour que pour informer les personnes qui ne savent pas que nous mourrons à cause de ce plastique? Et donc, comment faire pour que les diplomates et les délégués puissent sentir la pression qui est mise pour réduire la production de plastique? Et pour ce qui est d'une transition juste, pour que soit un instrument contraignant, nous devons comprendre qu'il y a un changement de paradigme qui aura lieu, mais qui n'aura pas lieu du jour au lendemain. Il faudra de nombreuses années pour que ce plastique disparaisse des territoires avant qu'il puisse s'arrêter finalement de polluer les territoires. Il faut prendre cela en compte, notamment par les personnes qui travaillent sur l'environnement. En fait, nous avons été déplacés de notre territoire en raison des décharges qui existent, parce que ces décharges ne sont pas dans les districts riches, mais dans les lieux où les personnes pauvres vivent.
Et donc, les positions doivent être humanitaires et ce doivent être des espaces sur les droits de l'homme. Il ne s'agit pas ici que de... En fait, il y a énormément de personnes qui sont affectées et il s'agit des peuples autochtones, mais aussi les collecteurs de déchets, parce que nous avons été finalement sur le front de cette lutte. Mais aujourd'hui, nous nous sentons menacés, pas forcément parce que nous n'avons plus de plastique, mais parce que nous avons besoin d'adopter un processus durable. Et donc, nous devons défendre nos droits parce que c'est votre tour. Vous devez faire les bonnes recherches sur la contamination du plastique parce qu'elle tue en fait les personnes quand il s'agit de cancer, de problèmes sérieux, pulmonaires sérieux. Et donc, en fait, les discours doivent être alignés aux réalités qui existent aujourd'hui. Nous avons ratifié des milliers de traités et finalement, ce qui se passe, qui est-ce qui contrôle en fait le fait que ce soit mis en place ou non sur le terrain? Voilà, c'est ça qui est très important aujourd'hui. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ma camarade. Alors, nous n'avons pas l'interprétation en anglais des participants espagnols, donc nous ne pouvons pas faire l'interprétation. Alors, c'est revenu. Nous avons très peu de temps, en fait, pour faire notre plaidoyer. Donc, chaque personne doit être ambitieuse dans leur pays pour revoir nos positions. Donc, cela doit être fait de façon à ce qu'ils soient impliqués dans les processus de construction dans leur pays pour vérifier qu'il y a bien, être sûr qu'il y a bien le droit de participer à tous ces processus de décision et être sûr que nous devons en fait nous devons montrer que nous sommes intéressés par ces discussions et donc que nous voulons que les droits humains et la santé des droits des humains soient respectés. Voilà, merci. Alors, regardez. Je pense ce qui est important, le plus important ici dans tout traité, c'est le respect des droits de l'homme et des droits humains et du respect de la vie en elle-même. En tant que personne autochtone, par exemple, nous sommes sur le front en fait de ces problèmes parce que nous sommes présents là où les ressources naturelles sont extraites. Et nous sommes là où il y a des décharges. Et nous avons tous les déchets dans nos territoires, dans nos rivières, etc. Donc, nous devons discuter seulement les droits humains. Nous faisons un travail solide pour que les droits des personnes autochtones soient inclus, parce que cela implique aussi le respect de nos sites sacrés et de notre spiritualité, de nos grands-parents et de nos connaissances. Si les droits des personnes autochtones ne sont pas inclus avec leurs spécificités, je pense alors que nous ne pourrons pas parler d'une transition juste, parce qu'une transition juste doit nous inclure, parce que nous avons déjà des droits inaliénables, historiquement.
Merci. Sorry, everyone. There's a lot more conversation talking about, but maybe we can continue in the room. Merci. Peut-être que nous pouvons Thank you continuer. everyone for joining us. Merci beaucoup à Joining tous de nous avoir rejoints. Merci à notre public qui est là et nous a rejoints. Merci à nos interprètes en ligne aussi qui sont présents. Alors, j'espère que vous allez quitter cet événement en ayant des informations et des observations nouvelles et que vous allez comprendre en fait la crise plastique à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.